Bonjour, troisième vidéo consacrée à l'énergie sombre. Donc au stade où nous en étions restés dans la précédente, avec toutes les tentatives tarabiscotées d'expliquer l'énergie sombre sans invoquer la constance cosmologique, on peut se demander si la découverte de l'accélération cosmique, qui est parfois considérée comme la plus importante de ces 20 dernières années en physique, devait forcément conduire à tant de contorsions théoriques. Alors d'un côté, on peut penser qu'il faut davantage d'imagination et de créativité pour sortir la physique théorique de ce que l'on pense être une impasse. Et d'un autre côté, on peut aussi se demander si justement la physique actuelle ne souffre pas d'un excès d'imagination par rapport au déficit des données expérimentales. En outre, alors l'imagination, qui est évidemment capitale pour la créativité scientifique, elle devient improductive si elle ne pose pas les bonnes questions. Par exemple, il serait vain de s'émerveiller du fait que la symétrie puisse unifier les particules élémentaires et les interactions fondamentales, si, comme le croyait déjà le philosophe et mathématicien Leibniz au XVIIIe siècle, et plus récemment le théoricien britannique Roger Penrose, plus nous comprenons fondamentalement la nature, mais en fait, moins ces lois nous apparaissent symétriques. Alors on a vu que le phénomène de l'accélération cosmique pouvait être simplement décrit par la constante cosmologique classique des équations d'Einstein, sans faire appel à une nouvelle physique. Bon, mais ce n'est pas parce que c'est l'explication la plus simple, la plus naturelle, qu'elle est la bonne. Voilà. Donc depuis 25 siècles qu'elles sont pratiquées, les sciences, toutes disciplines confondues, n'ont cessé de nous surprendre. Mais alors, bon, si ce n'est pas la constante cosmologique associée donc au vide quantique qui provoque l'accélération observée de l'expansion cosmique, c'est quoi? Quelle en est la cause? Voilà. Et c'est là donc que l'on revient donc au sujet principal de cette série de vidéos, reposant donc sur mon livre, c'est le cube de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en posant le problème de la compatibilité entre la description classique de l'espace, du temps et de la gravitation avec la description quantique de la matière, la nature encore mystérieuse de l'énergie sombre suggère qu'il manque quelque chose d'essentiel dans notre compréhension de l'univers physique. Et donc à ce titre, son élucidation peut servir de guide sur la façon de mettre au point une bonne théorie de la gravitation quantique. Alors de même que l'élimination des singularités, dont j'ai parlé plusieurs fois, ou la résolution du paradoxe de l'entropie des trous noirs, dont j'ai parlé également, une explication de la valeur correcte de la densité d'énergie sombre, c'est un test à passer pour ces théories de gravitation quantique. Alors comme je l'explique plus en détail dans mon livre, en ce qui concerne la constante cosmologique, là où la théorie des cordes échoue, en fait d'autres approches, comme par exemple la gravité quantique à boucle, la gravité à sécurité asymptotique, sur laquelle je ferai probablement une vidéo, ou encore les ensembles causaux, y arrivent. Voilà. Donc finalement, c'est un joli hommage au génie de Einstein et de Lemaître, de voir comment le petit agneau, The Little Lamb dont j'ai parlé dans la première vidéo, dont il discutait poliment à Pasadena il y a plus de 80 ans, a suivi un chemin bien tortueux et dont le bout n'est toujours pas en vue. Alors maintenant, peut-on imaginer des dispositifs expérimentaux qui seraient susceptibles de mieux contraindre les différents modèles d'énergie sombre dont j'ai parlé? Alors en fait, l'énergie sombre, elle est caractérisée, je l'ai dit, par une pression négative. Voilà. Alors c'est quoi? En fait, ça équivaut en fait à une tension, tout comme les objets élastiques, les ressorts, les feuilles de caoutchouc, ont eux aussi, quand ils sont tendus, une pression négative. Voilà. Alors on montre que quand la pression de l'énergie sombre est inférieure à 1/3 de la densité de l'énergie, la force gravitationnelle change de signe et devient répulsive. Donc le paramètre clé dans cette affaire, c'est ce qu'on appelle l'équation d'état. L'équation d'état explicite le rapport entre la pression, P, disons, de l'énergie sombre et sa densité d'énergie, disons ρ, sous la forme d'une petite formule qu'on écrit P égale W ρ C carré. Alors C carré, c'est le carré de la vitesse de la lumière, et le W, en fait, c'est un paramètre qui dépend de la nature de l'énergie. Donc pour obtenir une énergie répulsive, W doit être négatif et inférieur à -1/3. Là, bon, je l'explique dans mon livre un peu mieux, mais là, c'est trop compliqué de le faire ici de vive voix sans vous montrer 2-3 petites équations simples.
Alors comme l'avait vu le maître dès 1934, la constante cosmologique ou le vide quantique sont caractérisés par W égale -1. Voilà. Donc ils sont fortement répulsifs. Alors, il y a d'autres formes d'énergie sombre, hein, comme par exemple les modèles de quintessence dont j'ai parlé, qui ont des W qui sont compris entre -1 et -1 tiers. Donc c'est un peu moins répulsif. Alors la forme la plus extrême d'énergie répulsive, qu'on appelle parfois l'énergie fantôme, elle est caractérisée par un W qui est lui carrément plus petit que -1, donc extrêmement répulsif. Donc la flexibilité théorique permet, en outre, en plus, en fait, à l'équation d'état, de varier en fait au cours du temps. Alors les astronomes ont mis en place d'ambitieux programmes d'observation susceptibles de contraindre les valeurs possibles de W. Et donc, ce faisant, les différents modèles d'énergie sombre. Alors, l'enjeu est capital pour la cosmologie, puisque, comme on le verra en conclusion, le futur à très long terme de l'univers vraiment en dépend entièrement. Alors, il y a le Dark Energy Survey, c'est-à-dire DES, comme on l'appelle. C'est un programme international de relevés optiques et en proche infrarouge qui utilise un télescope de 4 mètres de diamètre qui est situé au Chili et qui est équipé d'une puissante caméra à très haute définition. Et son but, c'est de cartographier en fait des centaines de millions de galaxies. Donc le DES analyse la structure à grande échelle de l'univers à l'aide de 4 indicateurs différents. Il y a les supernovae de type 1A, pour révéler donc l'histoire de l'expansion de l'univers, hein, la variation au cours du temps de la vitesse d'expansion. Il y a les oscillations acoustiques de baryons qui révèlent la distribution à 3 dimensions des galaxies, la répartition des amas de galaxies et l'utilisation des lentilles gravitationnelles faibles. Voilà les 4. Alors, les lentilles gravitationnelles faibles consistent en fait à mesurer la distorsion de la forme des galaxies sous l'effet de la lentille gravitationnelle qui est causée par la matière visible et la matière noire qui est présente donc entre nous et ces galaxies lointaines. Et donc le degré de distorsion, ça permet de déduire comment se répartit la matière noire en soustrayant l'effet de la matière que l'on observe. Alors, le programme d'observation, qui a commencé en 2012 et qui s'est achevé en 2019, a recueilli une masse énorme de données dont l'analyse ne fait que commencer, on n'a pas encore donc de résultats. Donc le relais, puisque l'expérience est terminée, le relais sera pris par la belle mission Euclide. Alors c'est un télescope de l'Agence spatiale européenne dont la mise en orbite est planifiée pour 2022. Alors son nom se réfère au grand mathématicien et astronome de l'Antiquité, vous savez, celui qui était capable de mesurer le temps à partir de l'ombre d'un bâton planté dans le sol. Voilà. Bon, j'ai écrit quelques années un roman qui s'appelle Le bâton d'Euclide qui raconte cette histoire. Alors les observations, donc ce nouvel instrument, un télescope Euclide, portant sur 10 milliards de sources astronomiques, dureront au minimum 6 ans. Alors la mission repose sur des mesures de cisaillement gravitationnel et la détermination par la spectroscopie de la distance des galaxies qui sont étudiées. Alors il y a plusieurs méthodes qui sont destinées à révéler les caractéristiques de ces galaxies ont été mises au point au cours des années écoulées. Alors l'une des plus efficaces, c'est la lentille gravitationnelle faible, que j'ai déjà utilisée dans le programme précédent DES. Et par ailleurs, en fait, en mesurant le décalage spectral vers le rouge des galaxies en arrière-plan, qui donc reflet en fait de l'âge de l'image des galaxies, bien, on peut estimer comment le phénomène de distorsion a évolué au cours du temps. Et donc l'objectif final est de déterminer le paramètre W de l'équation d'état reliant la pression de l'énergie sombre avec une précision de 2% en ce qui concerne sa partie constante et de 10% pour la composante reflétant une possible variation de cette pression dans le temps, c'est-à-dire liée au décalage vers le rouge. Alors si le paramètre W s'avère très proche de -1, la théorie de la relativité générale et sa constante cosmologique rendront bien compte du taux d'expansion de l'univers et de la présence de l'énergie noire. En revanche, une variation significative du coefficient W impliquerait soit l'existence d'une autre forme d'énergie sombre, soit une révision carrément de la théorie de la relativité générale. Donc c'est ça le but de la mission Euclide, et d'ailleurs je suis fier que le laboratoire d'astrophysique de Marseille auquel j'appartiens essentiellement, est partie prenante de ce projet instrumental, Euclide. Voilà, donc pour finir,
Examinons le futur de l'univers et la façon dont il dépend vraiment de la nature et de l'énergie sombre. Oui, parce que l'évolution de l'univers dépend de façon cruciale de la densité totale de matière et d'énergie qu'il contient. Alors, quand les astrophysiciens font l'inventaire de toutes les formes de matière et d'énergie, ils se heurtent à un certain nombre de complications. J'en ai parlé déjà. Alors, différentes formes d'énergie, en fait, elles ont tour à tour dominé le cours de l'évolution cosmique, et donc, elles ont imposé la dynamique de l'univers durant ces époques. La dynamique, c'est la variation, en fait, du facteur d'échelle spatiale au cours du temps. Alors, bon, ce facteur d'échelle spatiale, on peut, en fait, par exemple, l'identifier au rayon de l'univers observable. Alors, on peut, en gros, distinguer 4 phases. Alors, la première phase, qui est très hypothétique, hein, c'est la très brève phase d'inflation, où donc le facteur d'échelle R aurait été en expansion exponentielle sous l'effet donc d'une forme extrême d'énergie du vide. Et c'est durant cette période que la matière aurait été créée. Alors dans la seconde phase, eh bien, la radiation, le rayonnement a dominé. Voilà. Mais comme la densité d'énergie du rayonnement diminue très vite, comme en fait l'inverse de la puissance quatrième de R, donc R-4, alors que donc quand R augmente, donc ça diminue extrêmement vite, et bien dans une troisième phase, elle est remplacée, c'est la pression de radiation, elle est supplantée largement par la matière, dont la densité diminue seulement comme R-3. Donc ça diminue vite, mais moins que celle de la radiation. Donc pour des raisons semblables, dans une quatrième phase, l'énergie sombre a pris le relais, et ça se serait passé il y a environ 7 milliards d'années, c'est ce que nous indiquent les observations de supernova de type 1A, et donc ça domine l'univers actuel. Donc son effet, je l'ai dit, est d'accélérer l'expansion, moins rapidement, cependant, beaucoup moins rapidement, heureusement, que durant l'inflation. Voilà. Alors nul ne sait où ça va nous conduire, hein, cette accélération de l'expansion, puisqu'on ignore en fait la vraie nature de l'énergie sombre et que l'on ne connaît pas sa loi de variation au cours du temps. Donc, on va résumer maintenant donc, les conséquences sur le futur à très long terme de l'univers, des diverses hypothèses donc relatives à la nature de l'énergie sombre. Alors, primo, si l'énergie sombre est constante, c'est-à-dire la constante cosmologique, eh bien elle va dominer de plus en plus la balance énergétique de l'univers et l'expansion observée de l'espace va continuer à accélérer jusqu'à devenir exponentielle. Donc les structures qui ne sont pas déjà reliées gravitationnellement vont se briser et leurs parties vont s'éloigner les unes des autres à des vitesses apparentes, en fait supérieures à la vitesse de la lumière. Donc l'accélération nous empêchera finalement d'observer des portions importantes, de plus en plus importantes de l'univers qui est aujourd'hui donc visible. Disons, dans environ 100 milliards d'années, on a le temps, hein, comme vous le voyez, toutes les galaxies seront trop décalées vers le rouge, en fait, pour être encore observables. Voilà. Alors, néanmoins, les structures liées gravitationnellement, comme les galaxies et les systèmes planétaires, resteront liées gravitationnellement. C'est comme ça, le système solaire ou la Voie lactée demeureront essentiellement identiques à ce qu'ils sont maintenant, alors que le reste de l'univers, lui, semblera s'enfuir loin de nous. Alors c'est un scénario, on l'appelle le scénario du Big Chill, c'est-à-dire le grand refroidissement, et dans l'état actuel de nos connaissances, c'est pour l'instant, en fait, le plus plausible, compte tenu donc des observations. Alors maintenant, si la densité d'énergie sombre diminue dans le futur, comme le prédisent certains modèles donc, de quintessence, donc la matière va finir par redevenir un jour dominante. Donc l'horizon cosmique grandira et nous révélera une part toujours plus grande de l'univers. Donc sa gravité attractive l'emportera à nouveau, et l'expansion non seulement cessera d'accélérer, mais elle s'inversera, et l'univers se contractera dans son ensemble pour disparaître dans, devinez quoi, un Big Crunch, qui pourrait survenir d'ailleurs aussi vite que dans 18 milliards d'années. Ça laisse encore un petit peu de temps. Bon, enfin, si l'énergie sombre augmente au contraire au cours du temps, ou si elle est dominée par exemple par l'énergie fantôme, qui est extrêmement répulsive, l'espace se dilatera à un rythme sans cesse accru, et l'accélération sera elle-même accélérée. Voilà. Et donc en ce cas, l'issue sera un fatal Big Rip, c'est-à-dire un grand déchirement qui adviendrait lorsque l'accélération deviendrait quasiment infinie, au bout d'un temps fini. C'est-à-dire que toute la matière de l'univers, et même les atomes, seraient déchiquetés par la dilatation de l'espace. Voilà. Et dans les scénarios les plus extrêmes, cet événement se produirait dans à peine 22 milliards d'années. Alors bon, en premier lieu, les galaxies seraient séparées les unes des autres, les amas
se dissoudront. Ensuite, environ 60 millions d'années avant le Big Rip final, la gravité sera trop faible pour maintenir la cohésion même de notre galaxie, qui donc se dispersera. Et puis 3 mois avant le Big Rip, ben, le système solaire lui-même sera déchiré, et dans les dernières minutes, les étoiles et les planètes seront déchiquetées, et finalement, un milliardième de seconde avant, ben, les atomes et les noyaux eux-mêmes seront détruits, laissant donc un univers vide, sans plus aucune structure. Voilà, bon, ben, si ça vous fait froid dans le dos, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée à d'autres modèles dans lesquels il n'y a pas de déchirement final de l'espace. Donc, à bientôt.